Dans le podcast de cette semaine, on vous parle avec Penelope Gaming de 4 vieux jeux qu'on aime. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une nouvelle émission en compagnie de Penelope Gaming. Salut Penelope. Salut Paul Gara, j'espère que ça va bien et merci à tous d'écouter ce podcast. Eh ben écoute, ça va. Franchement, on est début mai. On a eu un mois d'avril où il faisait un temps magnifique. Et là, franchement, il pleut. C'est horrible. On se croirait au mois de novembre. Ouais, mais au moins, on regrette pas d'être enfermé à l'intérieur pour discuter entre nous. Discuter entre nous ou faire des jeux de société. Mais toi aussi, je sais pas, moi, je ressens un besoin irrémédiable de vacances et de soleil en ce moment. Oui, donc, voilà, on s'était habitué. Moi, j'avais pris déjà le pli de soleil short tongue. Tu vois, Et là, bon, je me suis pris la sauce. Je me suis pris hier, je suis partie sans manteau et je me suis pris la pluie pour rentrer à la maison et bien sûr, j'avais une veste, tu sais, ce genre de veste un peu en daim. Bien sûr. Donc tu regrettes immédiatement d'avoir mise et voilà, je suis arrivée dans le métro, vraiment, j'étais dans un sale état, j'étais dégoûtée, j'ai maudit la terre entière. Bah moi, ça va, je bouge pas trop de chez moi, donc tout va bien. C'est toi qui t'es déplacé jusqu'à moi, comme d'habitude. Merci. Bah non, écoute, avec plaisir pour l'invitation, puisque on en profite. En fait, on fait double. Là, nous, on fait le double. Ouais, à chaque fois, on fait le podcast et après, derrière, on va faire archéologie. Ouais. Ouais, et j'ai de plus en plus envie de faire d'ailleurs de mon côté des vieux jeux. C'est une émission par mois, c'est beaucoup pas assez l'archéologie, je te le dis. Ce mois-ci, pour cette émission de Oldies but Goldies, ce sera peut-être plus court, on sait pas encore. On va voir, on sait pas. On voit où le a un destin nous agenda mène. Flottant, voilà. Et ben écoute, une fois n'est pas coutume, je vais commencer. Je vais commencer avec un jeu des années 2000, de l'année 2000. Mais tu vas voir. Une vraie vieillerie, mais qui a eu plusieurs vies, puisqu'en fait, il a eu droit à plusieurs réimplémentations, comme on dit. Donc, ce jeu, c'est Cardinal Hunkönig, dont le titre anglais s'appelle Web of Power, un jeu de Michael Schacht, et qui est aussi connu sous le nom de China. Et aussi... Ah bah oui, tu vois, quand tu m'as dit je vais faire ce jeu-là, je me disais, c'est marrant, ça me dit quelque chose. Et moi, j'ai joué à la version China, j'adore ce jeu. Alors, China, je pense que c'est 2005. Et ensuite, il y a eu encore un autre qui s'appelle Iwari, qui était de 2020, qui est la version récente. Et le titre en anglais, c'est Web of Power. Souvent, on voit la couve. Et alors, la couve d'origine, celle de 2000, vraiment, je la trouve absolument magnifique. C'est une couverture où on voit, comme le nom l'indique, Cardinal Hunkönig. On imagine un cardinal et un roi qui se battent. Donc, l'un tient une épée, l'autre tient une croix. Mais ce sont des marionnettes, en fait. Et avec en toile de fond, une carte de l'Europe. Voilà. Donc, le ton est donné. Donc Cardinal Hunkönig, c'est ce genre de jeu dont les règles tiennent absolument en à peu près 3 lignes. Et pourtant, quand on y joue, on se dit, plus on y joue, plus on se dit qu'est-ce que c'est malin. Mais vraiment, au sens de vraiment malin. Je suis hyper contente que tu aies choisi ce jeu parce que figure-toi que parmi la liste des peut-être je ferai celui-là, il y avait celui-là. Donc j'aurais très bien pu arriver en disant et donc je vais te présenter China et on aurait été bien maline avec nos deux jeux en commun. Mais en fait, j'y ai pas joué. En fait, j'y ai joué il y a un peu trop longtemps et je voulais y rejouer pour me le remettre en tête et donc je suis ravie que t'en parles parce que c'est là j'ai eu envie d'en parler élégant. Parce qu'il se trouve que j'en ai fait 2 parties dans un temps très rapproché. J'ai joué pour le week-end de mon anniversaire avec mes copines. Joyeux anniversaire. Oh, merci. Et puis j'ai rejoué il y a peu de temps pendant mes vacances aux States. Voilà. Attends. Tu étais où aux States, Paul Gara? Niagara Falls, j'étais au Gathering of Friends, voilà. Ah oui? Oui, c'était très très. T'étais pas genre au rassemblement le plus prisé du monde du jeu de société au monde? Ouais, c'était très 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 bien et tout. Bon, vous allez en entendre parler encore dans ce podcast parce que forcément, j'ai enregistré des trucs là-bas. Donc. Ah, ça c'est cool. Bon, ne sentez aucune pointe de jalousie de ma part, mais quand même, je suis hyper jalouse. Et donc, on en a fait une partie avec mes 2 comparses, Jean-François et Adrien, que je salue au passage pour cette partie de Cardinal Hunkönig. Et c'était très cool. Et je me suis dit, on a pris une bonne rouste sur le score, mais c'était quand même très très cool. Donc, en fait, c'est un jeu d'influence, en réalité, qui va se jouer en 2 phases. On va jouer avec un paquet de cartes. Une fois que le paquet est terminé, on fait un premier décompte de points. Et ensuite, on refait une deuxième pioche, un deuxième paquet de cartes, qui est le
même qu'on remélange. Et là, on fera le score final. Donc en fait, comme son nom l'indique, on va explorer finalement l'influence qu'on peut avoir en Europe côté monastère, puisqu'on va placer des monastères ou bien placer des conseillers. Donc on retrouve un petit peu les deux aspects du pouvoir religieux et du pouvoir plutôt civil en fait, des rois. Donc en fait, le but, ça va être de placer ces monastères. On va avoir des cartes en main et on va jouer ces cartes. Alors, je sais plus si on a 2 cartes identiques, on peut placer ce qu'on veut. Où tu veux, voilà, quelque chose comme ça. Il y a tout un micmac avec les cartes. Je passe les détails. Il y en a toujours. Et sinon, tu dois te placer sur la carte qui est sur la carte. Et les cartes ont toujours 2 territoires possibles. Alors, la géographie de l'Europe sur la carte, le plan, en fait, est assez un peu original. C'est rigolo parce que moi, j'ai la Chine en tête, parce que j'ai joué à la version China. Donc, je suis là, genre, pourquoi elle parle de l'Europe? Non, là, c'est l'Europe. Et donc, on va pouvoir soit placer ces monastères qui vont scorer après le premier décompte. Et on va pouvoir aussi placer des conseillers. Donc, les monastères, c'était comme des petites maisons et les conseillers, c'est des petits cylindres. Et donc, les monastères, on marquera aussi des points si on arrive à faire la chaîne la plus longue de monastères. Les conseillers, eux, il faudra qu'on puisse relier chaque province, en fait, va coïncider avec une autre province. Et pour pouvoir marquer, il faut qu'on soit majoritaire dans les 2. Mais les majorités se marchent si on est aussi à égalité avec quelqu'un. Sinon, en revanche, on n'a rien. Et donc, en fait, tout le sel du jeu, ça va être de se placer correctement pour pouvoir se ménager le plus de zones qui marquent. Ouais. Pas forcément, ça sert à rien d'être ultra majoritaire. Parfois, être à égalité, ça suffit largement. Aussi, on est bloqué en termes de conseillers qu'on peut marquer en fonction du nombre de monastères qui ont été posés dans la région. Donc parfois on a envie de mettre un monastère de plus pour avoir plus de monastères dans une zone, mais on sait que si on fait ça, on donne aux autres l'opportunité de venir placer un conseiller supplémentaire et de nous fait perdre notre majorité. Donc il y a tout un jeu comme ça, c'est un jeu vraiment tout en subtilité tu sais, ces jeux où on ne sait jamais si on doit composer pour soi ou pour bloquer les autres en fait. On est toujours pris entre les deux. C'est un rythme aussi, le jeu va très très vite. Ah ouais, j'adore. En fait, ça va super vite. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas au début. Au départ, on pense qu'on va pouvoir se placer tranquillement, poser ses petits monastères, ses petits conseillers. Et d'un coup, on se rend compte qu'en fait, le jeu a un rythme très, 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 très soutenu avec une sorte d'effet d'emballement. Et on se sent un petit peu même débordé. Et là, on se dit qu'en fait, on ne va pas réussir à faire tout ce qu'il faudrait qu'on fasse pour marquer des points. Et donc, on va faire beaucoup de choix à défaut, en fait, de renonciation. J'ai l'impression que c'est un jeu où ce qui compte, c'est pas tant les choix qu'on fait que ce à quoi on renonce, c'est de renoncer à ce qui nous coûte le moins. Et je trouve que ça crée un sentiment qui est très différent des jeux où on va pouvoir mettre en place sa stratégie. Là, c'est vraiment plutôt... tu sais, cette expression de parer au plus pressé, en fait. Voilà, on va vraiment essayer de limiter la casse pour pouvoir retirer le plus de points possible. Avec le souvenir pour moi d'un jeu qui au début a l'air d'être un peu ouvert. On se dit, bon, par où je commence? Parce que finalement, tout est assez libre. Et d'un coup, les emplacements deviennent très prisés. Et effectivement, ça va être très bataillé. Il y a un mélange de zones et de réseaux en même temps, ce que je trouve hyper malin, qu'il y avait un peu aussi dans Fun and Taxes, dans mon souvenir. Ce petit côté réseau où tu vas faire à la fois des lignes et à la fois essayer d'occuper des espaces. Là, les monastères, c'est vraiment ça. Tu as ce côté placement, parce que si tu es majoritaire dans une région, tu marques des points. Si tu es deuxième, tu marques des points aussi. Donc parfois, essaye juste parfois de te placer comme un gros opportuniste. Juste être deuxième, parce que deuxième te rapporte beaucoup de points à faible coût. Créer des lignes de monastères. Et alors, moi, je trouve que c'est vraiment le décompte des conseillers, parce que les monastères, tu vois très vite ce que tu es un peu habitué à faire ça, tu vois. Et puis tu vas marquer tout de suite, donc tu vas marquer à la premier décompte, tu vas marquer tes monastères. Mais les conseillers, tu le vois moins arriver. Et quand tu es en retard sur les conseillers et que ça va marquer beaucoup de points à la deuxième phase, il faut que tu arrives à avoir ces connexions. C'est-à-dire que c'est pas juste je peux placer mes conseillers dans une zone. Il faut vraiment que je pense à comment être la plus efficace possible pour en retirer le plus de bénéfices. Et c'est là que tu as cet effet d'emballement qui se crée, quoi. Ouais, avec vraiment cette mécanique centrale qui est hyper pure. Mais ça, c'est un point sur lequel nous, on est hyper attachés. Et en général, on tombe vite raccord, toi et moi. C'est que nous, on cherche souvent ça dans les jeux, cette mécanique très pure, très simple de départ et une profondeur de jeu et de réflexion qui est vraiment presque... avec énormément d'enjeux et de tension, en fait. Le jeu apporte une dose de tension sur la fin de partie où on est là genre... tout coince. Ce qui est assez marrant, c'est un peu ce genre de jeu où on espère que les autres n'ont pas vu ce qu'on voulait faire. Ouais. Moi, j'adore ce sentiment. C'est, bon, ils pensent que je suis en train de faire la ligne, mais en fait, je m'en fous complètement. Je voudrais juste pouvoir mettre ma petite maison à cet endroit-là. Parfois, tu essaies de faire des petites feintes.
tu vois, en disant bon, tant pis, là je vais essayer de le feinter là pour pouvoir mieux m'en sortir après. Ou alors t'as ce truc horrible, putain, je le vois venir avec sa grosse ligne là, je vais me mettre en plein milieu. En général, ça peut grogner pas mal d'ailleurs. Hein. Et moi, ce que je trouve aussi appréciable, c'est que je le disais, il y a littéralement 3 règles. Il y a on t'explique comment placer avec tes cartes, et il y a juste l'exception du fait que si tu as 2 cartes de la même couleur, ce que tu peux faire. C'est même pas tant une exception que un truc supplémentaire, mais c'est pas comme une exception. C'est une petite souplesse dans le gameplay. On t'explique le scoring des monastères, on t'explique le scoring des conseillers, et c'est parti. Et quand à ce moment du scoring intermédiaire, en fait, c'est là que tu réalises un petit peu toute l'ampleur de ce que tu as fait, quoi. Je trouve que parfois, j'aime pas trop les scorings intermédiaires dans les jeux, mais celui-là, il a vraiment du sens parce que tant que tu l'as pas fait, tu réalises pas complètement combien parfois être le premier n'est pas si rémunérateur que ça versus se démerder pour être deuxième partout. Non, et puis c'est vraiment ce genre de jeu très opportuniste, très où tu réadaptes aussi ta stratégie, où tu voilà. Et excellent jeu. Moi, Et puis ce petit choix que tu as entre qu'est-ce que je place comme bâtiment, qui peut tout changer en fait. Hein, c'est vraiment le jeu fonctionne comme un entonnoir en fait. Vraiment ce truc de au début tu as de la place partout, puis de plus en plus, ça devient très très stratégique à la fin. Avec des points où tu vas te dire il vaut mieux que je sois effectivement un peu second partout que premier nulle part en fait. C'est exactement ça, ouais. Toi, tu vas nous parler d'un jeu de quelle année maintenant ? Eh bien, Arcadia est un jeu de 2006 et je suis hyper contente parce que c'est une découverte hyper récente. Est-ce que tu avais déjà entendu parler d'Arcadia ? Non. En toute franchise, non, je ne connaissais pas le... Eh bien, sache que, alors ça s'appelait à l'origine, je crois, Die Baumeister von Arcadia, dans son nom d'origine, traduit Arcadia dans les pays qui n'étaient pas germanophones, on va dire. C'est un jeu de Rudiger Dorn, qui est l'auteur d'Istanbul, d'excellents jeux, de Istanbul, de Las Vegas, de Karuba, il a quelques petits succès à son... Il a aussi quelques jeux que j'aime pas du tout, lui. Il a fait je sais pas si tu as fait Les Marchands de Genoa. Mais je crois que c'est un des jeux que j'aime le moins au monde. Ça, un jour, on en parlera pour rigoler, parce que vraiment, c'est un jeu dans lequel tu fais de l'enchère pour absolument tout. Tout est décidé à l'enchère, ça ralentit tout le jeu, ça rend fou. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'Arcadia. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai fait les Vieux Cons Ludiques. Tu connais ce petit événement avec notamment Ludovic Maublanc, Corentin Lebras, Simon Caruso, etc., Christine Alcouf. Et on se retrouve pour jouer à des jeux qui ont plus de 20 ans. Et on essaye un petit peu à chaque fois d'acheter des nouveaux jeux pour augmenter notre collection et de repérer des petites pépites, des nouveautés, quoi. On adore dire c'est les sorties de l'année. Et donc moi, à ce moment-là, je regarde les jeux sortis en 2006 et que je connais pas et je me dis tiens, c'est marrant, cet auteur, je l'aime beaucoup. Tiens, ça a été nommé au Spiel. Et alors là, je tombe des nues parce que tu vois, si tu veux, normalement, il y a des jeux, même si tu n'as jamais joué au jeu, tu en as quand même entendu parler parce qu'ils ont été nommés, parce qu'ils ont tourné. Et celui-là, je l'achète du coup un peu à l'aveugle, je l'amène au Vieux Cons Ludiques et tout le monde me dit non, je connais pas. Personne n'avait joué à Arcadia. Alors bien sûr, Monsieur François y avait joué et on avait des souvenirs, on en a parlé après, puis il a une petite anecdote dessus qui est rigolote. Et donc c'était un peu au petit bonheur la chance, est-ce que ça va être bien ? Et en fait, c'est vachement bien Arcadia. Arcadia, c'est un jeu donc dans lequel c'est un jeu dans lequel on va construire des bâtiments entre guillemets. Alors c'est des tuiles de forme de polyomino. Et dans lequel on va participer à la construction du château central. Et ça mélange plusieurs types de mécaniques. Le jeu repose sur un système tout simple, un peu comme celui de China. Tu vas jouer des cartes à ton tour. Tu vas jouer une carte. En fait, à ton tour, tu auras le choix entre 2 actions. Soit jouer une carte, soit poser des petits meeples à ta couleur. Et j'expliquerai après pour faire quoi. Quand tu joues une carte, cette carte, dessus, il y a dessiné une forme en polyomino. Et ça va te permettre de prendre le polyomino correspondant et de placer dessus un sceau d'une certaine couleur. C'est-à-dire que ce polyomino, c'est un bâtiment qui va devenir bleu et qui rapportera bleu. Et donc, on va construire comme ça des quartiers, des zones, le plateau va s'enrichir comme ça de bâtiments sous forme de polyomino. Ça va dessiner une sorte de ville. Et à ton tour, donc, soit tu agrandis la ville, soit tu places des meeples. Et ces meeples, tu vas les mettre autour des tuiles en question. Quand une tuile est entièrement encadrée, soit de meeples, soit d'autres tuiles, et qu'elle n'a plus de bords vides de façon orthogonale, on va procéder au partage de sceaux de cette tuile, c'est-à-dire que, on va dire que le bâtiment est bleu,
moi j'ai 2 meeples à ma couleur, Ludo a 1 meeple à sa couleur, il va prendre un seau et moi 2, et celui qui aura fini d'encadrer prendra un seau supplémentaire de la couleur correspondante. Ok. Donc là, tu auras une collection, mais ça ne fait pas encore des points. Et là où c'est assez malin, c'est que le château central, en fait, alors là c'est difficile à désigner, mais on va le construire au fur et à mesure, et il va avoir dessus, sur lui, des sceaux désignés. Et tous les sceaux qui seront apparents sur le château vont donner la valeur des sceaux qu'on possède. Ok. J'avoue que je triche parce que je regarde des photos. Mais bien sur sûr. les GG, Je vous invite à regarder les photos. Il n'est pas si facile que ça à décrire. Et donc, par exemple, le cours du sceau bleu va être de... en ce moment, on en voit 5 sur le château. Ça veut dire que chaque sceau vaut 5. Mais c'est que si après on recouvre... Ça change le cours. On va changer. On va monter en étage, donc et à chaque fois qu'on fait un scoring, on augmente, on change la construction du château. Donc il y a un système d'économie où on va changer la valeur des saux. Ça a l'air trop cool. Il y a un système, c'est hyper bien. Tu l'as gardé? Et je l'ai là-haut. C'est moi qui l'ai acheté. Je vais te faire jouer, t'inquiète. Et en fait, petit truc que j'avais pas expliqué, au départ, chaque joueur a 4 petites bannières. Et à tout moment pendant le jeu, il peut dépenser une bannière pour dire, là, je déclenche un scoring de mes sauts. Ok, donc là, ça c'est super... Voilà, donc il faut être opportuniste. Hyper dans le tempo du jeu. Faut se dire, alors tu vas passer ton temps dans ce jeu à faire, je fais ce bâtiment, puis j'en mets 2 petits meeples à ma couleur, en espérant que les autres viennent t'aider à finir ce bâtiment pour récupérer des seaux. En fait, tu vas tendre un peu des perches aux autres en disant, allez viens, je vois que tu as pris des seaux blancs, là je fais un bâtiment blanc, viens avec moi qu'on se fasse encore plus de blanc dans les poches. Sauf que s'il ne termine pas, tu te retrouves toi à devoir finir tout seul ce bâtiment, ça va te prendre des heures. Et tu vas scorer misérable parce que quelqu'un avant toi, parce que quand tu déclenches un scoring, t'es malin. Tu vas déclencher ton scoring, puis tu vas changer la construction du château, la valeur des... Tu te dis, oh là, en ce moment, le blanc, ça vaut cher, je déclenche mon scoring, et ensuite, tu vas tout faire pour détruire tout ce qui avait été en place, parce que tes sauts, tu les auras déjà utilisés. Et donc, quand tu es autour de la table, tu sais qu'il y a une énorme notion de timing et de qu'est-ce que j'aide qui à finir quoi pour récupérer des sauts de quelle couleur, qu'est-ce que j'offre à un tel, qu'est-ce que je permets à un tel, etc. Le jeu peut être complètement, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, il va avoir des renversements de situation, c'est-à-dire que j'ai fait une partie où Marie avait très peu ne scorait quasiment rien au début. Elle a scoré énormément à la fin, elle a rattrapé tout son retard. Moi, j'étais hyper forte en score au départ, puis je me suis complètement écroulée à la fin parce que tout ce que j'avais gardé comme un petit écureuil garde ses noisettes n'avait plus aucune valeur. Et tu as un dernier scoring de fin de partie où le château final va nous permettre de scorer les sauts qu'on a encore derrière son paravent. Mais en fait, ça va être un jeu qui a beaucoup d'interactions avec un cœur de mécanique qui est extrêmement simple. À ton tour, c'est soit je joue une carte et je place un bâtiment, soit je place des meeples et à chacun de mes tours, je peux scorer si j'en ai envie et j'aurai 4 scorings dans le jeu. C'est hyper malin. C'est pour tout te dire, on a joué de cette même année, c'est Thurn and Taxes, dont je parlais tout à l'heure, qui a gagné le Spiel en 2006. Et au sein du groupe, tout le monde était là, genre, mais ça aurait dû gagner devant Thurn and Taxes. Alors, je sais pas si je serais d'un avis aussi dithyrambique, mais je pense que, enfin, aussi cash, mais Thurn and Taxes ressemblait un petit peu aux Aventuriers du Rail. Et je pense qu'il y a eu un effet à l'époque de c'est cool pour ça continue tu vois, c'est un peu le même principe mais un peu plus joueur, c'est familier, c'est un bon représentant Thurn and Taxes et c'était vraiment excellent. Mais en toute sincérité, Arcadia, c'est vraiment assez hyper prenant, peut-être un peu plus dur, un peu plus injuste. Tu peux vraiment avoir des moments où tu as le sentiment que oh là là, tout le monde me laisse en plan avec mes bâtiments que j'ai entamés, je me suis coincée toute seule dans un coin et voilà. Ce que j'adore aussi, c'est que le résultat final sur la table est hyper satisfaisant. Tu as vraiment construit une petite ville, tu as ce château qui a pris de l'ampleur au centre de la table, tu as des couleurs de partout, des meeples de partout. Alors je dis des meeples, mais en fait c'est des petites figurines en plastique de couleurs. Et petit détail, et là je remercie Monsieur François de m'avoir donné une belle petite anecdote. Si tu regardes les pièces qui composent le château de Arcadia, et ben en fait, je pense, enfin, les pièces qui composent le château de Arcadia sont les pièces de Torres. Et en fait, le jeu a été
fait en proto avec les petites pièces de Torres à l'époque. Et donc, on retrouve les exactes mêmes pièces du jeu. Et, parce que ça se faisait beaucoup, fut un temps, quand t'avais comme ça coûtait quand même assez cher, on réutilisait le matériel et on réimprimait des pièces en les modifiant un peu pour des jeux, pour de nouveaux jeux. Et donc, voilà, c'est sorti en 2006. C'était illustré par Michael Menzel et Walter Pepperley. Franchement, il est hyper beau, il est vachement bien. Ça fait partie des jeux qu'on allait oublier et que je suis contente d'avoir déterré, tu vois. Et ça dure, 1 heure, 1 heure et demie. Et comme tu disais tout à l'heure, pour toi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le jeu a un super rythme. Ouais. Oh, t'as un tout petit peu d'analysis-paralysis de temps en temps parce que d'un coup, tu te rends compte que ton coup peut changer vraiment le cours. Est-ce que je finis ce bâtiment et je lui donne plus de points, mais du coup, moi, j'en prends un peu et j'en prive quelqu'un d'autre. Enfin, tu passes ton temps à avoir des dilemmes comme ça dans ta tête. Mais le jeu a quand même ce rythme hyper soutenu grâce à cette mécanique simple et où, en 2 heures, on était 4 et même en réfléchissant un peu et en découvrant le jeu, la partie était pliée et on était là genre, mais c'est drôlement bien quand même, Arcadia. Voilà. Très bien. Bah écoute, j'ai très hâte que tu me fasses jouer. Non, mais ça, je vais te faire jouer. Si tu peux l'emporter, on se voit bientôt. Donc. Ouais. Tu sais, je vais l'emporter au ludopathique et on se fera une petite partie et ça me fera plaisir même de faire découvrir peut-être à d'autres gens qui seront sur place. Le jeu. Voilà. Super. Moi, je vais te parler d'un jeu de Matthias Kramer. Oui, parce qu'il y a 2 Kramer célèbres dans le monde du jeu de société. C'est vrai. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Non, puisque un C ou un K. Voilà, c'est ça. Matthias Kramer, c'est avec un C. Récemment, j'ai joué à un jeu qui était, tu sais, ces jeux que tu as dans ta pile de la honte depuis des siècles. Ouais. Et même que même quand tu te dis tiens, on va jouer à celui-là, il est tout en bas, il faut que tu déplaces tout le reste de la pile avant d'y aller. Alors en fait, j'avoue honteusement que c'est parce que c'est un jeu Queen Games de 2011 et que je sais que les règles doivent être... je savais à l'avance que les règles seraient horribles. Voilà. C'est toujours le cas. Hein. Pardon, je suis désolée de taper sur Queen Games, mais vraiment, dernièrement, les règles, ça va plus du tout, les traductions françaises. Là, je crois que c'est carrément, il y avait une explication sur une tuile ou une carte, je ne sais plus, qui était incompréhensible. Et quand on a été revérifié dans la version anglaise, c'était exactement le contraire de ce qui... Mais ça peut comprendre en français. Et là, on s'est dit, waouh, c'est compliqué quand même. Il y a un énorme contresens. Voilà, ça n'aide pas beaucoup. Donc, Lancaster, c'est un jeu de Matthias Kramer, qui est aussi l'auteur de... alors, on en reparlera dans un prochain Oldies but Goldies. Donc, il y a Glenmore, qui est un jeu qui est assez connu, qu'il a fait juste avant. Il y a un jeu, je pense que... je pense qu'on pourrait le faire en archéologeux. C'est Maître Couturier. Mais ça, je n'ai jamais joué, donc avec plaisir. Qui est extra. Et moi, ils ont refait une version très jolie, rococo, il n'y a pas longtemps. Mais ah oui, moi, j'ai la vieille boîte qui est beaucoup plus belle, avec son petit charme un peu désuet. Les vieilles boîtes sont toujours beaucoup plus belles. Voilà. Donc, dans Lancaster, comme son nom l'indique, ça se passe en Angleterre. On va voir là une belle carte de l'Angleterre, plutôt du sud de l'Angleterre d'ailleurs. Et donc, ça se passe au XVe siècle. Le nouveau roi d'Angleterre, donc c'est Henri V, de Lancaster. Et donc nous, on va jouer des chevaliers qui essayons de bien se faire voir et de progresser, d'avoir plus d'influence auprès du roi. Et pour ça, en fait, on va développer un peu notre réseau, c'est toujours pareil. On va pouvoir jouer à plusieurs endroits. Donc, soit on va aller envoyer nos chevaliers dans les différents comtés anglais en les posant sur le plateau. Je vais expliquer à peu près comment après. Soit on va faire la guerre contre les Français, tant qu'à faire, pour avoir plutôt des points de victoire, etc. Soit on va améliorer notre château, grosso modo, ce qui nous permettra d'améliorer nos gains aux phases de revenus. C'est en gros l'idée. En fait, fondamentalement, le jeu, il y a un peu de la majorité et un peu d'enchères parce qu'on va avoir des petites tuiles en bois avec des valeurs qu'on va aller placer. Donc, par exemple, si on les place sur les comtés, ça va. Par exemple, si je place celle de valeur 2, moi j'ai mis une valeur 2, mais quelqu'un peut venir me déloger en mettant plus. Et tu peux aussi rajouter des petits meeples, je sais plus si c'est pas les écuyers ou chevaliers, je sais plus ce que c'est exactement dans le jeu, que tu vas faire. Et donc, à chaque fois que tu en rajoutes, ça te fait plus 1, plus 1, plus 1. Donc, en fait, tu vas avoir un petit système d'enchères pour te placer dans les comtés. Et sur la partie, si tu choisis plutôt d'aller faire la bagarre avec les Français, là, tu vas avoir 3 emplacements seulement. Donc, il va falloir réussir à se placer et avoir la plus haute valeur parce que selon ta valeur, tu vas avoir une meilleure récompense. Ouais.
Ou alors, sinon, si tu sais pas quoi faire, tu peux toujours aller dans ton château. C'est ce que je disais, ça va s'améliorer. Et tu as un moyen de récupérer au fil du jeu des tuiles de valeur de plus en plus importante pour aller faire ses mises, en fait. Donc, l'idée, c'est de récupérer donc soit beaucoup de points de victoire, principalement au niveau de la guerre, améliorer ton château pour avoir plus de choses à la phase de revenus, soit te placer dans les comtés pour avoir de l'influence dans ces comtés. Et là, tu vas pouvoir récupérer soit des récompenses, soit des petites tuiles de nobles. Et les tuiles nobles, en réalité, c'est une collection assez classique. Tu vas marquer, si tu en as le plus possible différentes, à la fin, tu marques beaucoup de points. Donc c'est assez classique là, dit comme ça. Voilà, tu vois, ça. Mais il y a un truc absolument génial dans le jeu, c'est qu'une fois que tu as fait tout ça, tu vas avoir une phase de, on va voter les lois. Et donc, on va d'abord se mettre d'accord pour savoir quelles lois vont s'appliquer. Donc, tu as plusieurs lois qui vont être proposées. Et ensuite, on va valider si on veut que telle ou telle loi s'applique. Et là, forcément, les lois, en réalité, c'est des scorings intermédiaires de fin de manche. Donc, on se doute bien qu'on voit tout de suite, par exemple, qui va avoir intérêt, selon le type de loi, à faire en sorte que la loi, elle soit votée ou pas. Et on va voter en mettant en jeu aussi nos petits... on peut mettre des meeples en plus pour rajouter et... un système d'enchères. Voilà, un système encore de bonifier en fait tes voix. Donc de mettre plus, de faire... tu peux laquer tous tes cubes si tu en as envie, etc. quoi. Et donc forcément, on se doute bien qu'il va y avoir des alliances éphémères avec d'autres joueurs et joueuses selon quelle loi on a envie de faire passer, etc. Donc tout le jeu va être beaucoup... Je trouve ça hyper malin en fait, ces scorings qui se déterminent à chaque manche. Et quelque part, il y a des moments, il faut tout donner parce que c'est ton meilleur moment pour marquer ses points. En fait, faut y aller. Donc, c'est très opportuniste aussi comme jeu. Moi, ça nous a vraiment beaucoup plu. Tous, on a vraiment apprécié le jeu. Et j'avoue qu'on s'y attendait pas à ce que ce soit aussi bien. Je pensais que ce serait plus un jeu de majorité un peu classique. Et ça ne l'est pas tellement. J'aime bien ces jeux où ce que tu fais est finalement assez mouvant. C'est-à-dire que tu vas construire, mais... Parfois, les jeux, tu sais, de majorité où tu construis sur le long terme et toute la partie, il y a un côté presque épuisant quand on ressort. Là, ce que j'aime bien, c'est ce côté de... Tu peux faire des gros coups et puis avoir des phases, des manches où tu vas être un peu moins efficace, etc. Et c'est ça que j'ai apprécié dans le rythme du jeu. Ce qui te permet d'être... j'aime bien les jeux où il faut être opportuniste, en fait. C'est vraiment... Et c'est exactement ça. Et il y a des moments où il faut savoir tout claquer pour pouvoir faire passer la loi qui te rapportera le plus de points, quoi. Oui, ce petit côté opportuniste et plus mouvant me fait penser à Shogun, où tu te dis c'est pas de la majorité permanente que je dois entériner sur du long cours, c'est je dois être au bon endroit au bon moment et après je peux détruire tel ou tel endroit, laisser telle prise à l'autre, etc. C'est du coup je regarde, il y a écrit ça dure 1 heure. Est-ce que ça dure vraiment 1 heure? Oui, parce que c'est le genre de jeu normalement qui peuvent durer des plombes. C'est ultra rapide. Nous on a joué à 4 et je pense qu'on a 1h05, 1h10 tu vois, de partie. Je pourrais vérifier le temps exact, mais en fait, c'est assez rapide. Et ouais, t'as ce sentiment parce qu'en fait, au départ, tu pars sur une stratégie. Enfin, il y a plein de moyens de faire des points, il y a plein de moyens d'accès. Moi, j'ai fait, je jouais avec mes adversaires. Eux sont partis vachement sur faire la guerre aux Français. Donc moi, au début, les premiers tours, j'ai fait ma petite collection de nobles un peu tranquille dans mon coin. Et à la fin, j'ai marqué un paquet de points grâce à ça. Tu vois, j'ai récolté un peu les fruits de ce petit travail. Donc je marquais pas beaucoup de points au début. J'étais un peu genre le pauvre chevalier du lot. Mais à la fin, ça a été très payant. Donc en plus, t'as pas forcément. Je pense que t'as plein de stratégies différentes pour à explorer dans le jeu, quoi. C'est le genre de jeu qui n'est pas punitif immédiatement pendant la partie, où tu sens que tout est joué et que tu ne remonteras pas à la pente. Non, t'as plein de moyens de moyens de faire des points, et vraiment, comme je dis, opportuniste. Et puis voilà, faut y aller sur les alliances. Faut aussi tirer parti de ce que tu penses que les autres vont faire. En fait, t'as un paravent, ce qui fait que tu peux pas savoir combien on a la capacité à mettre plus pour faire passer les lois. Ça, t'as quand même cet aspect-là qui va être secret. Mais tu vois bien qui a intérêt à faire passer telle loi ou telle autre, en fait. J'ai un doute d'un coup. Les deux s'appellent Mathias ? Non, c'est Wolfgang. Ah oui, voilà, Wolfgang. J'étais là, genre, c'est marrant, j'arrive plus à me souvenir du prénom de Kramer, l'autre. Le Kramer. Voilà, Wolfgang Kramer et Mathias Kramer.
Et Mathias Kramer qui avait fait aussi Kraftwagen, qui avait été réédité récemment. Il y a pas longtemps, et qui était pas mal du tout. Et c'est vrai qu'on connaît moins bien Mathias Kramer que Wolfgang. Il a fait des bons Watergate aussi. Watergate. Tu sais, le jeu pour deux qui était sorti il y a quelques années. Tout à fait, en 2019. Chez Yellow. Oui, et qui était pas mal aussi. Qui était pas mal du tout. Je ne connais pas Lancaster, ça fait partie des jeux que j'avais mis sur ma liste, parce que moi, dès qu'il y a un jeu avec des chevaliers et un grand chevalier sur la couverture, je suis là genre, ah oui, je peux. Et une belle carte. Mais oui, c'est ça, une carte, des chevaliers, des châteaux, ça y est, c'est bon, je suis vendue. Nous, on est acquise. On nous en faut peu finalement pour être satisfait. Et après, on n'est pas superficiel, tu vois. Tu nous parles de quoi maintenant ? Bon allez, je parle, une fois n'est pas coutume. Un petit bonbon. On est toujours un peu à parler de jeux sérieux. Ici, on n'est pas là pour rigoler. On cherche des jeux avec de la profondeur de jeu. Et moi, là, je vais vous parler d'un gros jeu d'ambiance, un peu con, mais qui est tellement bon et qui se situe dans la ligne. Alors, je vais parler de Gift Trap, qui est sorti en 2006, qui est un jeu de Nick Kellett et illustré à l'époque par Scott E. Davis. On va le dire tout de suite, l'illustration n'est pas le point fort du jeu, ni d'ailleurs son édition, parce que si vous voyez la boîte, c'est une espèce d'énorme cube irrangeable dans une étagère standard. Ouais, c'est-à-dire que dans une étagère Kallax, ça prend un tiers de l'étagère, c'est-à-dire pile ce qu'il faut pas pour pouvoir mettre des boîtes à côté. C'est vraiment une forme infâme. Ça a une tronche des années 90 qui vous donnerait vraiment pas envie d'essayer ce jeu. Mais je le mets dans cette famille de jeux que j'aime d'amour, qui sont les jeux où on essaye de penser ce que les autres veulent, on essaye d'imaginer ce qu'ils souhaiteraient, ce qu'ils ont pu vouloir ou ce qu'ils ont fait, on pense savoir, et on a un aspect un petit peu, je ne vais pas dire créatif, mais tout de même, on essaye on essaye de deviner ce que les autres pensent et on pense que c'est évident. Et bien sûr, ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment, si vous voulez apprendre à connaître les gens, Gift Trap, c'est excellent. Quel est le principe du jeu ? Le jeu va se dérouler en plusieurs manches, des manches durant lesquelles on va se faire des cadeaux. Et sur le plateau, il va y avoir une manche où on va se faire des cadeaux tout pourris, puis une manche où on va se faire des cadeaux un peu mieux, et de mieux en mieux jusqu'à des cadeaux qui coûtent super cher. Et la première manche, on va mettre des photos de cadeaux. Alors on sait, en fait, vous avez un quadrillage de 3x3, je crois que c'est 3x3, oui, 3x3 photos, et il y a un énorme nombre de cadeaux dans le jeu. C'est un des plaisirs du jeu, c'est qu'il y a des choses. Alors, vous pouvez vous dire que dans les cadeaux pas chers, vous allez retrouver des choses du genre une louche. Non mais j'exagère à peine. Un très joli tonneau décoré. J'invente, mais c'est vraiment l'idée d'objets un peu nuls, mais peut-être utiles. Un ouvre-bouteille, des choses comme ça. Un ouvre-bouteille, c'est toujours utile. Dans les cadeaux un peu mieux, vous allez avoir un massage, une reconstitution historique en GN. Tu peux participer. Tu vois, t'as des cadeaux hyper variés. Là, j'en ai quelques-uns sous les yeux. Par exemple, un jeu de dés, alors là, c'est parce que je suis sur la version. Je suis en train de voir que la photo que j'ai chopée, c'est la version spéciale jeu de société. Donc voilà, vous pouvez le customiser. Même il y avait vous pouvez faire vos propres cartes et inventer votre propre jeu. Mais ce qui est marrant, c'est que le jeu vous propose des choses et qu'ils sont allés chercher plein de trucs. Il peut y avoir un déguisement de Batman, par exemple, dans les propositions. Bref, vous avez ce quadrillage et vous avez, vous, des jetons pour indiquer celui que vous voudriez beaucoup, celui que vous voudriez OK, celui que vous voudriez ça passe, et celui que vous voulez pas du tout. Et puis, vous avez des petites cartes qui correspondent aux 9 cadeaux, et vous allez distribuer au début de la manche vos cartes de cadeaux. Enfin, vous allez dire, moi, à toi, Paul Gara, j'offrirais bien la reconstitution historique de la bataille d'Austerlitz. Totalement. Voilà. Et je mettrai du coup le numéro 3 qui correspond à ce cadeau devant Paul Gara. Et puis, je vais faire comme ça, je vais distribuer des cadeaux autour de la table. Parfois, il y a des cadeaux qui sont évidents, mais des fois, c'est un peu par dépit. Et puis ensuite, on va, nous, placer nos jetons. Une fois que tous les cadeaux ont été donnés, on place nos jetons sur ce qu'on veut pas, etc. Mais face cachée. Et enfin, ensuite, il y a le reveal. On va retourner les jetons, voir si ça correspond. Donc, tu m'as offert un week-end romantique et coquin à Venise. Tu me connais mal. Moi, je suis ni romantique ni coquine. Voilà. Mais ce qui est assez marrant, c'est que dans les cadeaux, tu as des trucs qui sont quand même des fois un peu aberrants. Et ce qui est très, très marrant, c'est les gens qui se disent « Non, mais ça, personne n'en veut ». Et tu as une personne qui s'est placée dessus et qui a dit « Mais si, moi, ça, j'aimerais bien ». Et donc, tu découvres
les gens, tu découvres que si un stage de poterie, un tel serait ravi de faire 2 semaines de stage de poterie ou 2 semaines de retraite dans un monastère. Et c'est ça qui est rigolo dans ce jeu. C'est on pense connaître les gens et en fait on découvre qu'on c'est un jeu icebreaker. C'est un complet icebreaker. Le seul défaut qu'il a, alors on marque des points à la fois bien sûr pour ce qu'on a réussi à deviner de bons cadeaux pour les autres, et bien sûr si nous on a été bien deviné, on est un bon receveur et donc on marque également des points parce que faut pas non plus tricher dans le jeu et volontairement mettre n'importe quoi pour que les gens ne trouvent jamais et ne marquent pas de points, donc il y a des points dans les deux sens. Et le but, c'est que vos 2 pions, il y a une double piste, un peu à la Ark Nova. Oui, je fais cette comparaison. Il faut que vos deux pistes se croisent et celui qui croise en premier gagne la partie. Et en fait, le problème de ce jeu, qui fait que je pense qu'il n'est pas réédité, c'est que la résolution, elle est interminable. Quand tu commences à retourner les cadeaux, alors toi, qu'est-ce qu'on t'a offert, machin, qu'est-ce que tu voulais, ça n'en finit plus. Pour compter les points, c'est infernal. Mais sincèrement, j'adore ce jeu. Je le trouve fandard. Je trouve que ça fait partie de... Voilà, dans les jeux d'ambiance, moi, les gens, ils disent « Ah, mais Pénélope, elle aime pas les jeux d'ambiance, elle aime que les jeux sérieux et tout. » C'est faux. C'est juste que j'aime les bons jeux d'ambiance. J'aime quand ils sont pas vulgaires, j'aime quand ils sont rigolos, j'aime quand ils permettent de connaître les autres ou d'avoir un petit peu de créativité. J'adore Crazy Words, j'adore Etoc, que je trouve fabuleux, et qui repose un peu sur ce même principe de je pense que c'est toi qui as créé ça, je pense que c'est toi qui as fait ça, je pense que toi tu veux ce cadeau-là, ça apprend à connaître les autres et ça fait des soirées assez mémorables. Surtout n'hésitez pas à m'offrir une Porsche, c'est en option au 3e niveau. Plus que le stage de poterie. Ouais, non, moi, je plutôt la Porsche. Non, mais moi, je suis comme toi, je suis pas une... je dis souvent, rigolant, que j'aime pas trop les party games parce que j'ai pas d'amis et que je suis pas drôle. Mais en vrai, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est un peu plus subtil que ça. C'est juste qu'effectivement, il y en a pas... J'en trouve pas toujours à mon goût, dans le sens où j'aime pas quand c'est effectivement vulgaire ou quand c'est... lourd, etc. Et moi j'aime bien Fun Facts, tu vois, qui était sorti, qui est un peu un jeu que je trouve où tu vas connaître les autres et tu vas aussi essayer t'apprécier toi par rapport aux autres sur une échelle où on essaie de se classer en estimant ce que les autres ont pu répondre et on a toujours des petites surprises et sans qu'il y ait de choses gênantes en fait. Non mais c'est ça. Et en fait le problème du party game, c'est que souvent on confond bien rigoler avec juste mettre des phrases et des mots obscènes, choquants, provocants, sans avoir vraiment de mécanique de jeu derrière. Avec des sous-entendus, etc. Allons-y, les jeux misogynes, homophobes. Je veux dire, on ne vise personne. Blanc manger coco. Et c'est vrai que le party game n'est pas sale. Vous pouvez jouer à des jeux d'ambiance. Vous avez le droit de jouer à des jeux d'ambiance. Et il y en a plein. Franchement, moi, franchement, Etoc, je pense qu'il a plus de 10 ans. Et ben, tu vois, j'aurais très bien pu en parler de Etoc aussi, qui me passionne et qui est un jeu dont j'ai fait l'acquisition très récemment. T'as joué à Etoc, toi ? Non. T'as pas joué à Etoc ? Non. Si on fait un 3e jeu, je fais celui-là. Bon. Ah bah écoute, si tu le montes, tu le feras dans le prochain Elizabeth Golding. Ouais, je le garde. Sinon, je fais que du jeu d'ambiance. On pourrait faire un spécial jeu d'ambiance parce qu'en vrai, il y a beaucoup de jeux. D'ailleurs, le Blanc Manger Coco, qui est un plagiat de Cards Against Humanity, qui est lui-même très 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 inspiré d'un jeu qui est assez vieux, qui s'appelle Apple to Apple, en fait, qui est le même type de jeu. En fait, des jeux qui sont des jeux non pas de connaissances au sens des jeux de quiz, mais des connaissances de l'autre, en fait, des jeux sociaux où il n'y a pas de mauvaise réponse, puisqu'en fait, on parle de soi et des autres, des personnes sur de la table. Après, la question toujours de ces jeux-là, c'est est-ce que tu as beaucoup de cartes ? Parce que est-ce que tu rejoues facilement avec le même groupe ? Parce que tu peux dire, après, je connais les cadeaux de tout le monde. Non, mais là, dans Gifted, tu as de la marge. Ils ont fait des decks énormes de cartes. Vraiment, et c'est ça qui est rigolo, c'est que tu as ceux, bien sûr, où c'est un peu attendu, puis tu as un paquet de trucs, quand tu les retournes, tu fais... qu'est-ce que c'est que ce machin ? À qui j'offrirais un truc pareil ? Personne. Et du coup, justement, c'est une des forces du jeu. T'as presque, tu vois, là, je regardais, je l'ai sous les yeux. T'as autant de cartes que c'est un peu le même genre de cartes qu'un TTMC. Tu vois, t'as vraiment un paquet de cartes à l'intérieur qui est énorme. Tu pourrais faire, par exemple, un week-end de survivaliste. Je te vois bien, moi, dans un. Ça, c'est un concept. Et par exemple, là, dans les cadeaux pourris, il y a, je le vois, là, je l'ai sous les yeux, tu as un porte-papier toilette musical.
Waouh. L'enfer. Waouh. Voilà. Et t'as des tas de trucs comme ça. Ça va du truc très, très pourri au truc merveilleux. Ouais. Les 2 semaines de voyage dans le tel canyon. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'en fait. La Porsche, c'est pas mal. Mais elle y est, la Porsche. Et c'est ça qui est marrant dans le jeu. C'est que t'as pas que des trucs nazes pour rigoler. Et je vais te dire, il y a un phénomène qui est un peu bizarre. C'est. T'espères que les gens te l'offrent un peu comme si t'allais vraiment le recevoir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es là genre, offrez-moi ça s'il vous plaît, offrez-moi ça s'il vous plaît, offrez-moi ça. Mais alors que pas du tout, tu l'auras jamais. Mais c'est assez oui, je vois ce que tu veux dire, c'est que tu te projettes suffisamment pour que qu'il y ait une vraie valeur au cadeau que que les gens pourraient te faire potentiellement. Le cerveau nous joue des tours. Eh ben écoute, oui, alors on a dit c'est une émission un peu plus courte aujourd'hui. On aura fait 2 jeux chacune, mais c'est bien. Et puis on se garde quand même de la marge pour les prochains. Ouais, parce qu'en fait, on va tout épuiser vite. Non, je rigole. Ça en fait trop, ouais. Mais voilà. On se dit qu'on peut le refaire plus vite que la dernière fois. Parce que là, on avait attendu un petit peu. Oui, on avait attendu un petit peu. Bah là, on pourrait se dire que on fera pour la rentrée comme ça. C'est parfait. Très bien. Voilà, exactement. Et on aura une plus grosse sélection. Moi, j'avoue aussi que c'est parce que parfois, je me note des jeux dont j'ai envie de parler dans le... Et après, comme ça, c'était il y a un certain moment, quand je me replonge dedans, je me dis, oh là là, c'était quoi les règles? Mais non, mais ça, c'est ça. Et là, tu vois, typiquement, j'en avais 1 ou 2, mais je me disais, il faudrait que je révise. Et dans nos vies, mais heureusement, j'avais joué à Arcadia là, le week-end dernier, donc c'était ouais, bah voilà, moi, c'est pareil, c'est des découvertes récentes. Sinon, moi, j'aurais pu te parler parce que j'ai joué à un jeu, pas mal, mais pas non plus. Mais Liberté de Martin Wallace. Je me suis dit, c'est fou parce qu'en fait, alors pas du tout quand il joue, mais sur le pitch, c'est marrant. Ça m'a vraiment fait penser à des jeux qu'on a vu sortir comme Le Roi est mort, tu vois, récemment, etc. Et tu te dis que, alors en beaucoup plus condensé, mais c'est marrant comme quoi tu vois des types de jeux qui reviennent. C'est quand même un jeu où chaque truc a une règle des partages des égalités différents. Donc ça, c'est quand même juste un peu l'enfer parce que tu ta vie à te mélanger les pédales. Et là où tu pensais que au départage c'était toi qui allais gagner, en fait non, t'as oublié que c'était pas la même Moi règle. Je pense qu'il faut qu'on finisse ces émissions par une contre-reco. Ne jouez pas à ce jeu. Mais il y a d'autres jeux auxquels on pourrait dire ah non, mais parce que là moi en fait si j'ai je suis revenue du week-end des Vieux qu'on lui dit, pour être tout à fait honnête, avec plus de mauvaises expériences que de bonnes. Oui, parce que je m'étais mis vraiment là dans l'objectif de découvrir des choses un petit peu plus inconnues, voilà, extraordinaires. Et donc, je m'étais mis comme objectif, tu joues à tout sauf à des jeux d'enchères. Parce qu'on sait qu'il y a eu plein de jeux d'enchères avant 2006. Et donc, je m'étais dit, tu vas chercher ce qui n'était pas des jeux d'enchères et tout. Alors, je comprends mieux pourquoi ils se centraient sur le jeu d'enchères. C'est parce que les mécaniques, c'est assez difficile à inventer. Et donc, dans des mécaniques costauds, solides, qui n'utilisent pas de l'enchère avant 2005, il n'y en a pas des milliards. 80% des jeux comportaient un système d'enchère. Et là, j'ai joué à des trucs... Dos Rios n'y jouait jamais, c'est affreux. Comment tu as dit le titre? Dos Rios. Je te montrerai là. La couverture est ignoble. Donc là, on peut faire, c'est la 3e reco de Pénélope, mais là, c'est ne jouez pas à... Dos Rios. Parce que moi, le Liberté de Martin Wallace, il est totalement enfin, tu vois, tu peux y jouer, c'est sympa et tout. En plus, c'est assez rigolo parce que forcément, il y a des personnages de l'histoire française. Donc, tu vois, c'est assez rigolo de voir notre histoire vue depuis. Tu sais que la Révolution française, c'est quand même un sujet. En général, on est hyper pointilleux en France. Tu vois, on n'aime pas que les autres gens des autres pays viennent nous expliquer comment ça s'est passé chez nous. Ils ont pas. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué en discutant avec mon collègue qui est italien. Il comprend pas le pourquoi on a sur certains sujets comme avec Marie-Antoinette, comme c'est épidermique, c'est des sujets ultra touchy en France, tout ce qui a trait à la Révolution française. Et donc ça fait toujours bizarre quand c'est traité par d'autres dans d'autres pays. Tu sais, on se sent un petit peu presque dépossédé. Ouais, j'allais dire, c'est nous qui l'avons fait d'abord. C'est nous. Et puis c'est un sujet. Vous avez gardé vos rois, pas nous. Que personne ne peut comprendre exactement le sentiment national derrière qu'il peut y avoir, tu vois. Là, pour le coup, le jeu est quand même pas mal. Mais donc, vas-y, dis-nous. Donc, Dos Rios, c'est un jeu de... Franz Benno Delonge. Et c'est un jeu... Alors, c'est parce que c'est celui qui a fait Transamerica, que j'adore, et Big City aussi, qui est vraiment excellent. On avait parlé... Premier épisode, j'avais fait Transamerica. Ouais. Et en fait, Rebentis s'est mis, qui fait des émissions avec moi aussi, s'est mis en tête d'aller chercher comme ça des jeux, on n'en parle pas, c'est des auteurs qu'on aime bien, c'est leur
tu sais, ces seconds couteaux de ces auteurs-là, les jeux qui sont notés à 5,9 ou 6,1 sur BGG, mais des fois, pourquoi pas. Parfois, c'est juste que avec le temps, les gens ont oublié que le jeu était bien et il a pas été apprécié à sa juste valeur. Exactement. Et là, c'est un jeu, on pourrait dire, qui se voulait barrage avant l'heure, avec des rivières, les 2 rivières, les Dos Rios, qui descendent des montagnes vers les lacs. Et toi, tu vas essayer de placer tes petits meeples le long de ces rivières pour faire de la récolte et récupérer des ressources. Et en fait, tu vas changer le cours des rivières pour qu'elles se déversent dans les champs qui t'arrangent au moment où tu es placé. Sur le papier, c'est pas inintéressant. Franchement, même, je vois une illustration du plateau 2, ça a l'air chouette vu comme ça. Moi aussi, j'aurais signé pour y jouer. C'est horrible. Bon, c'est vraiment horrible. Ne jouez pas à ce jeu. C'est interminable, c'est hyper répétitif. La rivière, on sait jamais si on a le droit, parce qu'en fait, tu as une règle qui est affreuse, qui est... Alors, quand tu pars d'une montagne, si tu vas vers une forêt, c'est plus bas, donc tu as le droit de mettre une rivière. À chaque truc, c'est différent. Et à chaque fois, tu fais, mais alors du coup, si je pars de cette montagne et que j'ai le choix entre une rivière et un lac ou 2 forêts, et vers où je vais, puis alors du coup, si je vais à gauche, est-ce que je peux toujours couler? Parce qu'après, j'ai plus le choix qu'avec une montagne, donc ma rivière, elle peut pas remonter la montagne, donc elle va où? Et tu passes ton temps à te poser des questions. Et c'était assez pénible. Donc, Dos Rios n'est pas une recommandation de ma part. Je suis désolée, mais ça m'a fait rire. Mais on a le droit, de temps en temps, on peut aussi dire, bah non, il y avait aussi des trucs pas terribles. Voilà, mais c'est vrai que j'ai eu un week-end comme ça où on a fait plein de tests de jeux et où on a vu que bon, c'était mieux avant, mais pas tout. Bon, et ben écoute, voilà, donc jouez plutôt aux 4 premiers jeux dont on a parlé. Et Liberté, vous pouvez y aller, mais jouez peut-être avec la V2, parce que, à mon avis, ce sera peut-être pas... Il y a eu une V2 en 2010, donc je pense que c'est pas plus mal que celle de 88. Et Dos Rios, vous pouvez passer votre chemin, voilà, clairement. Ne passez pas la rivière. Ne passez pas la rivière. Et ben écoute, merci beaucoup, Pénélope. Merci à toi, Polgara, comme d'habitude, c'est super. Voilà, et puis donc on reprendra nos Oldies but Goldies à la saison prochaine. Voilà. Quand tu veux. Et on remercie les auditeurs et auditrices, et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Cette émission, enregistrée en présentiel le 5 mai 2026, est produite par Polgara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Polgara, et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Polgara et à très bientôt pour une prochaine émission.